La théorie de l'évolution de Darwin. On la présente souvent comme un des piliers de la biologie moderne. Mais et si ses fondations étaient, disons, un peu plus fragiles qu'on ne le pense? Aujourd'hui, on va explorer une perspective assez critique qui la décrit carrément comme un mythe tenace. Alors, voyons voir pourquoi. Pour commencer, cette citation du biologiste William Robin Thomson, elle pose vraiment bien le décor. Ce qu'il nous dit, c'est que l'attrait de la théorie vient de sa simplicité. On a l'impression de tout comprendre, comme ça, sans effort, même sans rien y connaître en biologie. Autrement dit, son plus grand atout pourrait bien être sa plus grande faiblesse, une simplicité qui, peut-être, cacherait un manque de rigueur. Bon, pour décortiquer cette critique, on va y aller en 4 temps. D'abord, on va se demander pourquoi la source questionne le statut même de théorie de l'évolution. Ensuite, on verra la distinction qui est cruciale entre micro- et macro-évolution, puis les défis que la génétique pose à tout ça, et enfin, on terminera par les conséquences idéologiques. Allez, on commence par la base de l'argument de la source. L'idée, c'est que le darwinisme tel qu'on le connaît serait moins une théorie scientifique bien ficelée qu'un concept un peu flou, une sorte de mythe des temps modernes en quelque sorte. Alors voilà l'argument principal de la source. Le mot évolution est juste trop vague. Prenez des termes en physique, comme ampère ou volt. Tout le monde est d'accord sur leur définition, c'est précis. Mais évolution, ce serait un peu un mot fourre-tout. Ça crée une confusion constante entre le sens courant de changement et ce que ça devrait vouloir dire scientifiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est même pas Darwin qui a popularisé le mot évolution, mais un philosophe, Herbert Spencer. Et pour lui, ce n'était pas juste une histoire de biologie. Non, non. C'était carrément une loi cosmique, une sorte de progrès général et inévitable de l'univers. Ok, maintenant que la question de la définition est sur la table, on va plonger au cœur de l'argument scientifique de la source. Et tout repose sur une distinction qui, selon elle, change absolument tout. La différence entre micro- et macroévolution. Voilà la distinction clé que présente la source. D'un côté, la microévolution, les petites variations, comme la forme du bec des pinsons qui s'adaptent. Ça, c'est un fait, on l'observe, personne ne le conteste. Mais de l'autre, la source se dit « attention, ce n'est pas parce qu'on voit ces petits changements qu'on peut en déduire que des formes de vie complètement nouvelles peuvent apparaître. C'est là qu'on ferait un grand saut, un saut purement spéculatif. » Donc le point crucial, le vrai test pour la théorie, ce serait ça, la macroévolution. Pas seulement modifier un bec qui existe déjà, mais créer de A à Z un œil, par exemple, chez une espèce qui n'en a jamais eu. C'est ça le vrai défi. Et même Darwin reconnaissait que le défi était immense. Il aurait dit que rien que de penser à l'œil et à sa complexité, ça lui donnait la fièvre. Il trouvait ça presque absurde d'imaginer que ça puisse apparaître par hasard. Et on en arrive à un autre point qui fâche, les fossiles. Selon la source, quand on regarde les archives fossiles, on voit surtout des espèces bien définies qui restent stables pendant très longtemps. Ça pose un sacré problème, parce que la théorie de Darwin voudrait qu'on trouve une infinité de formes intermédiaires, de transition, et ces formes, eh bien, elles manquent cruellement à l'appel. Après les fossiles, on passe à un domaine que Darwin ne pouvait même pas imaginer, la génétique. Et l'ironie, c'est que ce qu'on a d'abord vu comme la pièce manquante de sa théorie est maintenant présenté par la source comme étant sa contradiction la plus directe. Cette chronologie, c'est un vrai retournement de situation. Au début, quand on a découvert les mutations, on s'est dit « ça y est, on a trouvé le moteur du changement que Darwin cherchait ». Sauf que, d'après la source, en creusant un peu plus la génétique, on a découvert une toute autre histoire, une histoire de dégradation. Alors, regardons ces arguments de plus près. La source compare les mutations à des fautes de frappe dans un livre. Elle les abîme le texte original, elle ne l'améliore pas. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'une accumulation d'erreurs pourrait, à la fin, créer un chef-d'œuvre littéraire encore plus complexe? Ça semble contre-intuitif. Et ce concept porte un nom, l'entropie génétique. Pour faire simple, on peut imaginer ça comme de la rouille qui s'installe sur une voiture. C'est un processus lent, graduel, mais c'est une dégradation. Et c'est irréversible. Et là, on arrive à une conclusion complètement à contre-courant. Le temps, qu'on a toujours vu comme l'allié de l'évolution, serait en fait son pire ennemi. Plus on laisse de temps, plus l'entropie génétique fait son œuvre, et moins l'apparition de la complexité devient probable. Bon, on a vu les arguments scientifiques. Maintenant, la source nous emmène sur un terrain très différent, mais tout aussi important. L'idéologie. Comment une théorie scientifique, que la source juge contestée, a-t-elle pu avoir un tel impact sur notre vision de la société? On connaît tous l'expression « la survie du plus apte ». Mais la source met le doigt sur ce qu'on oublie souvent. Pour que le plus apte survive, il faut que le moins apte disparaisse. Et c'est cette logique, cette idée d'élimination qui aurait été transposée de la nature à la société.
Et là, on voit comment, d'après la source, ce concept de lutte pour l'existence a été utilisé à toutes les sauces. Il aurait servi de justification aussi bien au capitalisme sauvage des grands industriels qu'à la lutte des classes marxistes et même à des politiques de contrôle des naissances comme l'eugénisme. Cette citation est assez glaçante. Elle est présentée par la source comme un exemple très concret de ces dérives idéologiques. On voit ici un lien direct, fait par un scientifique de haut rang à l'époque, entre une certaine interprétation de la théorie et des appels à la ségrégation raciale. Et on arrive à l'argument final de la source. Sa thèse, en somme, c'est que si la théorie de Darwin est toujours aussi présente, ce n'est pas tant pour la solidité de ses preuves scientifiques, mais plutôt pour son utilité politique. C'est une idée qui a servi à légitimer certaines structures de pouvoir. Et on termine donc là-dessus avec cette question qui finalement va bien au-delà de la biologie. Où est la frontière, où s'arrête la science et où commence l'idéologie qui s'en sert? C'est une réflexion assez profonde sur le rapport parfois compliqué entre la science et la société.